La tempête Alex a eu un impact considérable sur la ressource en eau, puisqu'on peut considérer aujourd'hui que l'écoulement, le régime hydraulique du fleuve Roya a été complètement modifié. Comme on sait qu'il y aura d'autres Alex du fait du dérèglement climatique, comme on constate également que la pluie diminue, on a effectivement un impact fort de l'évolution climatique sur les ressources en eau disponibles aujourd'hui, les ressources conventionnelles, naturelles, on va dire, de la principauté et du bassin versant en général de Nice à Menton, en fait. Il y a à peu près 20 ou 30 ans, on était aux alentours de 6 millions de mètres cubes par an pour satisfaire les besoins de la principauté. Et on est aujourd'hui rendu à 4 200 000 mètres cubes. Donc une baisse continue de l'ordre de 30% par rapport aux besoins d'il y a 20 ou 30 ans. Donc, cette diminution s'explique par une meilleure efficience des usages de l'eau en principauté, de la part de différents acteurs. D'ailleurs, l'État monégasque, qui a fait des efforts considérables pour améliorer l'arrosage des jardinières et des espaces verts de la principauté, pour mobiliser des ressources non potables pour assurer des usages tels que le nettoyage de la voirie. Et puis des industriels aussi qui ont fait des efforts considérables. La SBM a divisé par 2 ses consommations en réutilisant parfois les eaux grises dans certains hôtels. Alors quand on parle de réutilisation d'eau, en fait c'est l'idée qu'on n'est pas allé regarder toutes les eaux qui existent autour de nous, et on a tout un tas d'eaux qu'on appelle des eaux usées, mais qu'on peut appeler aussi les eaux non conventionnelles, qu'on peut imaginer, utiliser et recycler pour permettre de pérenniser des activités économiques et de moins taper sur la ressource en eau. Alors où sont ces eaux non conventionnelles? Quand on regarde en détail dans le bâtiment, nos eaux domestiques, c'est un mélange de plein d'eau. C'est un mélange des eaux de ma douche, ça s'appelle les eaux grises, un mélange de mes eaux de toilette, ça s'appelle les eaux noires, qui sont elles-mêmes un mélange, comme on le sait, des eaux jaunes, donc ça c'est l'urine, et des eaux marron qui sont les déjections. Et pourquoi on fait cette distinction-là? Parce qu'en fait, chaque type d'eau a ses propriétés, ses qualités. Les eaux de ma douche, elles sont très volumineuses, et franchement, il n'y a quasiment rien dedans, un petit peu de savon. Donc on sent très bien qu'on va pouvoir les réutiliser pour un jardin, pour laver la route, etc. Facilement. Donc en fait, on arrive à catégoriser, à identifier toutes ces eaux-là, qui sont dans la réalité parfois mélangées, mais qu'on peut aller chercher une à une pour les revaloriser séparément. On travaille beaucoup sur cette idée d'acceptation. Est-ce qu'on s'est demandé si les gens avaient un problème de non-acceptabilité? Donc en fait, quand on les sonde, l'usager, en fait, non, d'année en année, il y a des sondages Sofres qui disent « moi, je veux utiliser des eaux recyclées ». Donc ils n'ont pas de problème. Donc aujourd'hui, on a plusieurs types de projets. On a des projets plutôt urbains, enfin, vraiment à une dimension quartier. Ensuite, on peut avoir aussi au niveau de l'extension en mer, donc le projet Maréterra, 600 mètres cubes d'eau de pluie qui seront récoltés et à réutilisation après pour l'arrosage des espaces verts. On peut retrouver également sur des bâtiments de la récupération d'eau de pluie. Donc c'est ce qu'on peut retrouver sur la Villa Girasol par exemple, ou la Villa Paloma. Donc c'est pareil, ça sert aussi principalement pour l'arrosage des espaces verts. Sur le projet du Bel Air, nous aurons en fait un système de récupération des eaux grises à destination du coup de l'arrosage des espaces verts, puisque sur cette tour en fait qui va être construite, nous avons beaucoup d'espaces verts qui va favoriser aussi l'évapotranspiration, qui va réduire ses besoins de clim. Donc pour ça, pour être dans un cycle vertueux, nous allons récupérer pas mal d'eau. Globalement, on arrive quand même à une économie estimée pour l'instant de 1200 mètres cubes d'eau par an. Donc comment on s'y prend là-dedans? 1. On se demande si ça vaut le coup. Ça s'appelle une étude de potentiel. Je suis sur un terrain donné. Y a-t-il un stress hydrique, pas stress hydrique? Y a-t-il des eaux, pas des eaux? Le bâtiment il sera comment? Qu'est-ce qu'on va générer comme eau, de caractérisation? Est-ce que ça vaut le coup? J'en sors et on sort de là, il y a un go-no-go. En fait, oui, ça vaut le coup. Ok, deuxième étape de l'étage de la fusée. Si ça vaut le coup et que j'ai mes scénarios, je prends les scénarios les plus prometteurs et je les évalue sur toutes ces composantes, économiques, écologiques, sociaux, techniques évidemment, faisabilité. Et donc ça, c'est une préfaisabilité. Troisième étape, autorisation. Parce qu'il n'y a aucune, en tout cas c'est le cas dans la principauté et en France, vous êtes obligé de déposer un dossier, de montrer aux autorités que ça va le faire. D'où l'importance des phases d'avant. Et une fois que vous avez votre autorisation, c'est mise en place, travaux, et la dernière étape, c'est l'exploitation. Aujourd'hui, avec cette formation particulièrement, on est dans la démarche de faire comprendre aux consommateurs ou de rassurer le consommateur
sur le fait que des techniques existent pour permettre à des eaux déjà utilisées de redevenir des eaux potables ou des eaux de qualité sanitaire ou des eaux de qualité baignade. On n'a pas une réglementation spécifique pour le recyclage des eaux. En revanche, on a laissé une possibilité pour qu'on puisse recourir à des eaux qui ne seraient pas l'eau du réseau potable. C'est un système dérogatoire où il faudra demander auprès du ministre d'État, avec instruction technique de la direction de l'action sanitaire, demander une utilisation en rapportant un dossier technique permettant de vérifier que l'eau est de qualité potable ou assimilée. Phrase de conclusion, c'est que la réussite des projets de réutilisation, c'est pas 20 mots, c'est une réussite collective. Et que pour que ça fonctionne, il faut 3 choses. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un terrain dans lequel la question se pose. La deuxième, c'est qu'il faut des gens qui soient éveillés et capables de pousser, capables d'avoir le courage, capables d'être convaincants. Et puis le troisième, il faut avoir une méthode. Et quand vous avez tout ça réuni, finalement de quelque chose qui est complexe, vous en sortez de quelque chose qui est finalement évident. Et c'est tellement évident que ce n'est pas encore mis en place. Et c'est ça qu'il faut jouer. Donc on a besoin des early adopters, des premiers ambassadeurs qui vont faire les premières en fait, finalement. Et puis montrer l'exemple et ouvrir la voie à tous les autres qui pourront s'engouffrer derrière.